bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. Je m'appelle Amandine, j'ai 37 ans. Et puis, que dire? Eh bien, nous sommes sur un bateau depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et nous habitions en Savoie, avant dans les Alpes françaises. Et nous avons décidé de tout vendre pour réaliser notre rêve, qui est celui du voyage en famille. Voilà. Donc à bord, je suis la seconde, comme aime le dire le capitaine. Et voilà. Moi, je suis plutôt celle qui s'occupe voilà. Il y a le capitaine qui s'occupe de la vie du bateau et des réparations, et moi, je m'occupe du reste. Alors le capitaine, il peut se présenter. Eh ben, moi c'est Fred, donc du coup j'ai 42 ans et je suis capitaine de ce joli petit bateau, comme elle le dit si bien. C'est une aventure qui est née par amour du voyage et de la découverte du monde. Et d'accord. Alors je vous propose, avant de parler du beau projet que vous avez avec ce tour du monde, c'est que on vienne sur les premières étapes. Donc comment vous avez découvert la voile, la première fois sur un bateau pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez découvert le bateau dans votre enfance? Comment chacun d'entre vous est arrivé sur un bateau? C'était quoi la première expérience? Alors, moi, j'ai fait de la planche à voile quand j'étais adolescente. Donc, j'ai un premier contact avec la voile légère. Et puis, après, quelques semaines après qu'on se soit rencontrés avec Fred, il m'a parlé du voyage en famille. Je fais, bah ouais, pourquoi pas, j'y avais pas pensé. Et le bateau est venu un petit peu de lui-même parce que pour voyager, c'est un mode de transport qui est calme, écologique, et puis au contact de la nature. Et c'est un mode de transport aussi dans lequel, quand on a notre maison, on a de la place. Parce que dans un camion, dans un camping-car, c'est quand même très restreint. Et puis voilà, le contact avec les éléments, avec la nature. Et donc on en a parlé avec Fred. Et puis après, on a fait une semaine de stage au Glénan pour ma part. D'accord. Fred en a fait plusieurs. Et Fred en dira plus sur son contact avec la voile, mais ça a matché. Donc la première expérience de Fred, c'était quoi en bateau? Moi la première expérience, elle est arrivée sur le tard en fait. Elle est arrivée quand on a eu validé ensemble l'idée du projet, que ça pouvait nous coller tous les deux. On a fait une petite journée sur un bateau qu'on avait loué avec le propriétaire. C'était en Méditerranée et ça a été le premier aperçu. Et le second aperçu a été au Glénan, ce qui a validé vraiment le fait que ça pouvait convenir. Sachant que j'avais voyagé pas mal avec eux en sac à dos, en camping-car, et que le bateau, ça
c'était vraiment qu'une confirmation parce que ça m'apparaissait vraiment comme une évidence que c'était le moyen de transport qui me correspondrait pour voyager. À côté de ça, avant, j'ai fait énormément de montagnes en tout genre. Donc le contact avec la nature, je l'avais depuis longtemps et sur l'eau, ça a jamais été que de retrouver des similitudes entre les deux milieux. Donc c'est la confirmation s'est fait très rapidement. D'accord. Alors j'entends quand même. Alors à part Amandine qui a une expérience de planche à voile ado, c'est quand même très tard que c'est venu et c'est même votre projet qui a déclenché en fait la découverte un peu de la voile et des voiliers. On peut dire ça comme ça, oui. D'accord. Ah, c'est intéressant. Alors du coup les Glénans, qu'est-ce que vous avez fait comme stage au Glénan? Alors, à tous les deux, moi j'étais enceinte de 4 mois à l'époque, donc Wow. j'étais plutôt à la barque d'aller hisser le spi à l'avant. On a fait une semaine de stage au Glénan, alors le niveau 1. On est tombé sur un moniteur qui est devenu un très bon ami d'ailleurs, qui a été super parce qu'il s'est adapté tout au long de la semaine à notre niveau, donc on a validé plusieurs niveaux en une semaine sur certains points. Ça c'était génial, on a pu bien progresser. On avait sciemment choisi une semaine en tout début de saison pour avoir assurément de la condition météo et pas se retrouver dans le calme plat toute la semaine. Et on a eu assurément des conditions météo quasiment tous les jours qui nous ont permis d'aborder moult sujets en une semaine. D'accord. Et vous y étiez que tous les deux avec le moniteur ou vous aviez d'autres élèves avec 4, vous? 5. Oui, le bateau était complet, on était 4-5. Et puis toi, tu y es retourné en tant que bénévole? Ouais, en tant que bénévole pour faire le ravitaillement sur les îles des Glénans. Et du coup, c'était de la manœuvre. Pour l'apprentissage du bateau, c'était de la manœuvre toute la journée. Départ de quai, accostage, et on avait un petit peu de manutention pour trimballer ce qu'il y avait à trimballer, mais c'était principalement de la manœuvre. D'accord. Donc, ok. prendre confiance, c'est de la manœuvre avec un bateau c'est un gros bateau quand même. C'est un petit chalutier qui avait été aménagé pour le transport de palettes, avec une grosse hélice et tout. J'ai beaucoup appris. Et du coup, c'était pas un voilier, donc là, c'était plus Non, c'était un bateau moteur et l'objectif, c'était vraiment d'apprendre la manœuvre au port, les arrivées, les départs, la conduite du navire. Pour éviter de casser le futur bateau, quoi. Contre le quai. Qui est c'est une des grosses appréhensions des nouveaux venus dans la navigation. Ah, c'est les manœuvres, donc. Je peux le confirmer. Le plus stressant, c'est le port, sachant que en mer, il y a toujours moyen en général de se rattraper, mais au port, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et voilà. Effectivement. D'accord. Donc très bien. Et du coup, cette période où tu étais bénévole pour les Glénans, c'était vous arriviez, enfin, c'était comment l'organisation vis-à-vis du travail, etc. Comment ça se passait? Vis-à-vis du travail. À ce moment-là, à ce moment-là, on avait pris une semaine de. Toi, t'étais parti 2 semaines. 2 semaines, ouais. Et donc, t'avais posé 2 semaines de vacances entre 2 missions. Et nous avions une guest house, un gîte d'étape en Savoie. Donc, quand toi, t'étais au Glénan, moi, je continuais l'activité, l'accueil à la maison. Donc, c'est notre activité secondaire qui nous prenait un temps plein. Ok, très bien. Donc, les Glénans, vous avez fait plusieurs formations et voilà. Donc on a passé notre permis bateau, notre permis côtier et fluvial dans la foulée, et puis bien sûr la radio, le certificat radio. Et l'auturier aussi ou? Non, l'auturier on l'a pas passé. On l'a pas passé sur le coup parce que c'est ni plus ni moins qu'un exercice de navigation en fait, le permis français auturier. Et en fait, dans la suite, quelques mois après, je me suis engagé dans la formation de Yacht Master offshore, qui
qui reprend très 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 largement tout ce qui est abordé dans le permis hauturier de façon beaucoup plus précise. D'accord. Donc voilà, légalement, j'ai pas besoin du permis hauturier et dans la pratique, au niveau des connaissances, je l'ai acquis par un autre biais. Et alors, pourquoi le Yachtmaster par rapport à l'hauturier français? C'était quoi la raison de ton choix? Pourquoi le Yachtmaster? Parce que le permis hauturier, c'est un pur diplôme de plaisance, totalement théorique, alors que le Yachtmaster peut être moyennant quelques formations complémentaires, peut devenir un diplôme, un brevet professionnel, professionnalisant, et que c'est un diplôme pratique. C'est pas juste théorique dans la salle. Quand t'as fait ton tracé de navigation et que t'as trouvé ton cap avec le courant, la dérive, etc., t'es sur le bateau et tu l'expérimentes. Que le permis hauturier en France, on est dans la salle de classe et tu regardes ton papier et ton triangle et et on C'est vrai. suppose. Et du coup, tu l'as passé où ce Yachtmaster? C'est sur la côte? Je l'ai passé à Lisbonne. À Lisbonne. Ah, ok. Donc en espagnol ou en anglais, ou c'est en anglais, j'imagine? En anglais. En anglais. D'accord. Très bien. Parfait. Bon, bah, du coup, toutes ces formations Glénan, ce Yachtmaster, c'était quelque part pour l'accomplissement du projet. Donc, expliquez-moi alors, du coup, maintenant la genèse de ce projet. Alors, Erebus, comment vous dites? Alors c'est Erebus. Le bateau s'appelle Erebus. Erebus X. Erebus X, donc c'est Erebus, c'est un volcan qui se situe sur l'île de Ross en Antarctique. Et donc quand nous avons acheté ce bateau, il s'appelait pas comme ça. Nous avons choisi ce nom parce que c'est des destinations déjà qui nous intéressent, qui nous bottent. Le Grand Nord et le Grand Sud. Et puis l'île de Ross, c'est une des îles les plus inhospitalières pour nous, êtres humains. Une des îles les plus inaccessibles au monde. Et c'est aussi pour rappeler le symbole de nos rêves qui nous semblent parfois inaccessibles parce que durs à réaliser. Et que à force de volonté, eh bien on y arrive. Voilà. D'accord. Donc c'est un petit peu ça aussi l'idée. Et puis. Mais alors ça, c'est le nom Erebus. Mais alors le projet de partir, donc de quelque part de tout lâcher, oui. pour partir voyager en bateau. Comment c'est venu tout ça? Alors c'est venu déjà quelques semaines après notre rencontre, quand il m'a parlé du projet de voyage en famille. Et puis après, ça a mûri des années. Combien d'années? On a mis quoi, 8 ans? D'accord. 8 ans parce que on n'avait pas un sou et que pour acheter un bateau, c'est un peu comme pour acheter une maison. Donc on a acheté 2 corps de ferme qu'on a rénovés et pendant toutes ces années, et grâce à la plus-value que nous avons fait en rénovant nous-mêmes, ce qui nous restait après avoir remboursé l'emprunt, eh bien on a pu acheter notre bateau, le premier bateau. Oui, il y a eu 2 bateaux, je crois. Voilà. Quand je regarde un peu, quand je vous suis sur vos réseaux. D'accord. Donc l'envie de voyager. Et alors à partir de quand vous avez dit ce sera sur un voilier? À partir de quand? Je pense que ça a été validé en 2016 à peu près, quand on a fait notre balade en mer par un site de mise en relation entre propriétaires, sans citer de nom. Et donc on a fait notre petite balade en mer. Là, on s'est dit ouais, c'est super quoi. C'est vraiment ça. Et puis c'était en 2016 ou 2017. Et puis on a acheté le bateau en 2019. Donc après pendant tout ce laps de temps, on a travaillé pour pouvoir vendre la maison correctement. Et puis après on a tout vendu, les voitures. Voilà, maintenant notre maison est un bateau.
Et donc, j'imagine aussi les formations Glénan. Ça devait être durant cette période-là que vous avez Juste après. fait ça. Ouais, les formations en général, ouais, c'était pendant cette période-là. Enfin, les formations qui ont précédé le Yacht Master. On peut pas faire de Yacht Master sans avoir déjà fait pas mal de voiles. Donc le Yacht Master est arrivé dans un second temps. Toute la formation Yacht Master. Ok, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, quand on est parti, on avait une expérience proche de zéro par rapport à beaucoup quand on a acheté notre bateau. Et Fred a passé son Yacht Master 6 mois plus tard. Donc, c'est aussi montrer que finalement, tout est possible. Il a passé un diplôme professionnalisant 6 mois après. Et... Donc, c'est chouette. Et vous avez un serveur derrière vous qui vient de déposer une tasse. Ah oui, alors les conditions, on peut les expliquer. Vous êtes actuellement à La Réunion. Au Kenya. Au Kenya, pardon. Ah, pourquoi je dis Réunion? Enfin, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Au Kenya. Et du coup, vous êtes près d'un bar, vous avez une connexion Wi-Fi. Et moi, je suis à Seattle avec 11 heures de décalage. Donc, il est quelle heure pour vous? Il est 8h10. Voilà, et chez moi, il est 8h10. Et chez moi, il est 9h du soir. C'est les joies du direct. Voilà. Donc, expliquez-moi alors ce premier bateau. Ce premier bateau, il s'appelait Chao. C'était un Feeling 486. On en avait visité un ou deux dans des salons du nautisme d'occasion. Et c'est vrai que c'est un bateau qui nous avait beaucoup plu, qui avait une bonne réputation aussi. Et puis... voilà, c'était un bateau qui nous avait plu. Et puis au moment où la recherche de bateau s'est concrétisée, c'était le moment. Ah, il y a eu ce bateau-là. Donc super, voilà, un bateau avec 5 cabines. Donc 2 cabines doubles à l'arrière, une à l'avant et deux twins en couchette superposées sur à l'avant bâbord tribord. Donc parfait pour ranger nos affaires, la vie en famille, top. Un bateau suffisamment grand, qui faisait 13,68 m, donc assez rassurant en mer. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que par gros temps, il était très rassurant ce bateau. C'est vrai, en quoi il était rassurant? Eh bien, il tenait bien la mer. On se sentait en sécurité à l'intérieur. Voilà. Il était très marin et très facile à conduire. D'accord. Y compris à conduire tout seul. Donc c'était quelque chose qui pour nous a été plusieurs fois et on a beaucoup apprécié, quoi. Donc nous l'avons acheté à... Oui. Vas-y. Nous l'avons acheté à Saint-Malo. Donc nous avons rempli la voiture pleine à craquer. On a traversé la France. On a mis nos affaires dedans. On a vendu la voiture. Et puis nous sommes partis de Saint-Malo. Et nous sommes revenus en Méditerranée. On fait le trajet jusqu'en Méditerranée. Donc le golfe de Gascogne. Le large de Lisbonne, etc. Et donc ça fait déjà une belle trottinette pour se faire la main. Effectivement. Et puis nous sommes restés en Méditerranée pendant un an et demi. On a fait un petit peu d'accueil à bord, grâce à son Yacht Master, Fred. Voilà, ça remplissait la caisse de bord. Et puis assez rapidement, on s'est dit les destinations froides nous intéressent. Avec ce bateau, on pourrait l'isoler, mais ça serait pas l'idéal quand même. Il nous faudrait un cockpit intérieur. Moi, je suis assez sensible au mal de mer. Donc, je dis à Fred, écoute, si on change de bateau, j'aimerais bien des fenêtres à l'intérieur pour que je puisse cuisiner en regardant l'extérieur. Et on a mis en vente le bateau. Il s'est vendu très rapidement. Et puis, à ce moment-là, il y avait, dans notre budget, les bateaux alu, c'était pas concevable. C'est trop cher. C'est trop cher, voilà. Donc, il y avait le bateau acier. Parce qu'on cherchait quand même un 50-60 pieds, suffisamment, voilà, beaucoup plus grand. Pour continuer l'accueil à bord aussi, pour remplir la caisse de bord, voilà, c'est parce que c'est ce qu'on sait faire et...
ce qu'on fait relativement bien, je pense. Et donc on a vu, il y avait 2 bateaux, il y en avait un très proche, mais qui était un peu au-dessus de notre budget, donc qui est parti rapidement. Et puis il y avait ce bateau en Tanzanie. On s'est dit bon, c'est une sacrée organisation, mais allons-y. Mais 48 pieds, donc vous avez commencé par un feeling 486, donc un 48 pieds, donc 13 mètres. Alors, c'est déjà, pour un premier bateau, c'est déjà énorme. Alors le chiffre n'est pas représentatif du bateau, il fait, c'est un petit 45 pieds, il fait 13 mètres 68. D'accord. Ok. Mais c'est déjà un sacré bateau. Un beau bateau. Ouais, il était tellement facile à conduire, ce bateau, que... On se dit qu'on avait passé sur plus dur, c'est ça? Oui, on savait qu'en changeant, il y avait peu de chances qu'on ait un bateau aussi maniable et aussi facile à conduire. D'accord. Et donc, vous aviez eu des recommandations sur ce type de bateau-là, ou vous aviez fait vos recherches, ou comment ça s'est passé pour le choix de ce feeling-là? Alors, sur le choix de ce feeling, on a fait quelques recherches. On a vu que c'était toute la gamme feeling de chez Kyrie était quand même des bateaux qui avaient... il y avait peu de problèmes. Donc c'est des bateaux qui sont relativement anciens. Hein. Nous, ils étaient de 93. Donc déjà les retours sur le vieillissement étaient présents. Donc il y avait, on s'est renseigné, il y avait pas trop de soucis. Et puis on s'est dit c'est un bateau qui serait facile à revendre. Alors c'était pas un Jeannot, c'était pas un Sun Odyssey ou un Oceanis, mais c'est quand même un bateau qui est pas trop atypique, donc facile à revendre parce qu'on savait que ça ne serait pas le dernier. D'accord. Et alors, comment vous avez donc vous avez été à Saint-Malo? C'était pour un salon, c'est ça, ou j'ai mal compris? Nous avions vu le feeling 486, c'était au salon du nautisme à Port-Camargue, selon l'occasion. Et puis on a vu cette annonce de quelqu'un qui vendait ce bateau qui s'appelait Ciao. Oh, le nom fabuleux. Ciao, je m'en vais en voyage. Voilà, qui le vendait parce que pour raison de santé plus ou moins, puis d'autres projets, et voilà, il avait passé l'âge et puis il semblait bien entretenu. Ouais. Donc on a fait le trajet. Vous avez découvert le bateau lors d'un salon, mais vous avez fait des recherches par ailleurs et vous avez trouvé ce Ciao. Vous n'avez pas trouvé Ciao au salon nautique? Oui, non. Non, puis au salon, c'était encore pas le moment, on n'avait pas les finances, donc on n'aurait pas pu l'acheter, mais c'était une très très belle expérience ce salon, parce que ça nous a permis de vraiment de visiter plein de bateaux et de cibler ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Et ça, c'est, on est ressorti de ce salon avec des a priori, une vision différente du moment où on est rentré. Voilà, c'était vraiment intéressant. Mais alors du coup, quels étaient vos critères là, justement? Oui. Alors nous, on cherchait un bateau qui soit, qu'est-ce qu'on avait comme critère? Suffisamment grand, qui soit suffisamment grand pour la vie de famille, parce qu'on était conscient qu'un espace restreint, c'était que de vivre en espace restreint, c'est un facteur de complication dans le quotidien. On s'en rend pas trop compte quand on passe quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois, mais à la longue, de manquer d'espace, ça peut vite créer des difficultés. Et aussi parce que on avait déjà l'idée qu'on pourrait essayer de travailler un peu avec, en faisant de l'accueil, en faisant du charter. Et pour travailler avec un bateau, il faut, en vivant dessus, en famille à l'année, il faut quand même avoir un minimum un bateau suffisamment grand pour que chacun ait son espace. Mais ça nous paraissait être le début les premières tailles qui nous paraissaient suffisantes. Donc d'abord la taille. Le premier critère, c'était la taille. Après, il y avait peut-être d'autres critères sur le deuxième critère important, c'était le prix, qui réduisait très largement le champ des possibles. Et le troisième critère, c'était que ce soit un bateau qui soit navigable seul. C'est un des critères importants. Ça veut dire aussi. D'accord, c'est que toi, seul, tu puisses gérer l'ensemble. Une personne seule puisse manœuvrer le bateau. D'accord.
Donc ça, après, il y a des bateaux suivant comment l'architecture de l'accastillage et tout ça, il y a des bateaux qui sont plus ou moins faciles à manœuvrer seuls. Alors certains loups de mer vont me répondre que quasiment tous les bateaux sont manœuvrables seuls. N'empêche qu'il y en a certains où on a juste à tendre le bras d'un côté ou de l'autre, et il y en a d'autres, il faut courir dans tous les sens. Donc pour nous, c'était un facteur important parce qu'en famille avec les enfants, si les enfants ont besoin d'attention, on n'est jamais que deux adultes. Il faut qu'il y en ait un qui puisse donner attention aux enfants et l'autre qui puisse arriver au port ou virer de bord ou affaler une voile. Et c'était un bateau qui était très facile à gérer tout seul et du coup pour notre apprentissage, c'était un critère important. Oui. D'accord. Puis un bateau qui est marin aussi. Et un bateau qui était marin, qui avait la réputation d'être solide et marin. Qui s'emballe pas dès qu'il y a 30 nœuds, voilà. Donc voilà, c'était et donc, aussi pour ce critère-là, qu'est-ce que vous avez consulté des revues ou vous avez fait appel à un expert? Comment ça se passe? On a consulté toutes les. On est dans l'ère moderne aujourd'hui, donc avec tout Internet, les forums, avec tout ce qu'il y a à prendre et à laisser, évidemment, sur tous ces endroits. Après, en recoupant, en discutant. Il y a aussi le club des feelings. Il y avait le club des feelings et sur puis Internet. Et puis au Glénan, on avait fait connaissance avec des gens avec une solide expérience de voile, donc qui avaient navigué sur plusieurs types de bateaux. Du coup, on a pu communiquer et c'est D'accord. Recherche qui s'est faite finalement assez naturellement avec les moyens modernes qu'on a et qu'on connaît tous. Hein. D'accord. Alors, vous trouvez ce bateau à Saint-Malo. Comment s'est passé le processus d'achat? C'est-à-dire, vous êtes allé le voir. A priori, vous avez trouvé que c'était OK. Mais est-ce que vous avez fait appel à un expert pour expertiser la coque, par exemple? Comment s'est passé le processus d'achat? Alors, nous sommes allés le voir, oui, sur un week-end. Il était à sec. Donc, on a pu faire le tour. Après, on marche beaucoup au feeling, nous aussi. peut-être c'est pour ça qu'on a eu ce premier bateau. Et avec le propriétaire, on a senti une confiance déjà tout de suite. Il nous paraissait vraiment transparent. Alors bien sûr, pour un premier bateau, il y a des choses, c'était pas facile à voir parce qu'on n'a pas à l'œil surtout. Mais il nous avait semblé que tout était ok, qu'il y avait des choses qui étaient à changer. Hein. Il y avait des hublots qui fuyaient, ok, bon, très bien. Tout semblait être mis noir sur blanc, assez clair, ce qui allait pas. Donc on n'a pas fait appel à un expert en se disant que voilà, on a soulevé les planchers, regardé les varangues, etc., les boulons de quilles. Il nous semblait qu'il n'y avait pas de problème majeur. Donc on n'a pas fait appel à un expert. Et puis je pense qu'on a bien fait. On n'a pas fait appel à un expert la première fois. On a bien fait. Et entre-temps, du coup, on a baigné pas mal dans le milieu et l'expérience nous a montré qu'on avait bien fait. Parce que l'expertise, nous, pour le second bateau, quand l'assurance nous a demandé une expertise et que l'expert nous a dit je peux faire l'expertise à distance depuis la France, et on s'est dit ok, donc très bien. Okay. L'expertise peut être toute relative selon l'expert. Donc non, pas d'expertise. On a eu quelques surprises quand on est parti, mais le bateau n'avait pas navigué depuis plus d'1 an, était resté à sec. Donc voilà, quand un bateau ne navigue pas, c'est sûr, il y a des choses quand on reprend la mer qui... Mais voilà, un état de génois, c'est pas non plus dramatique. Quelques petites choses électroniques, mais je pense qu'il y a... Certaines personnes nous ont dit, mais vous avez quand même des surprises. On est beaucoup aussi sur le deuxième bateau. J'ai l'impression que c'est un peu le lot... un bateau d'occasion, quand il trouve son nouveau propriétaire, et il y a des surprises, des fois. Un bateau neuf aussi, on a rencontré des gens qui sont devenus des copains, qui ont des bateaux neufs, sortis de chantier, il y en a pour 1 an de mise au point. Apparemment, il y a toutes les erreurs de jeunesse des bateaux. Eh oui. Ouais, donc on achète un bateau neuf, il y en a pour 1 an de mise au point. On achète un bateau d'occasion, il y en a pour 1 an de mise au point, un peu pareil. D'accord.
Et vous aviez pas peur, parce qu'on quand on achète un bateau d'occasion, on entend parler des problèmes d'osmose, ce genre de choses sur la coque. C'est donc des choses qui peuvent être très compliquées et coûteuses à réparer. Ça, Alors on s'était renseigné avant pour ouais, bien prendre le conscience des différentes problématiques qu'on était amené à rencontrer. Et l'osmose est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre Et qui fait pas couler de bateau. dans les cafés trottoirs, mais qui a jamais fait couler de bateau. ouais, mais ouais, ok. C'est un phénomène qui arrive dans les premières années du bateau, et quand le bateau il a plus de 10 ans et qu'il a pas de traces réelles d'osmose, Ok. tu sais que ton bateau il est tranquille, même si tu as 2-3 cloques qui peuvent apparaître par là, par-ci par-là, ça prendra jamais de l'étendue, et la conception de la résine fait que il a pas pris l'osmose, il en prendra pas. Voilà, ça fait couler énormément d'encre sur tous les forums et tous les gens qui se posent beaucoup de questions. Mais Ouais. Donc là, toi, tu es plutôt rassurant sur ça, en disant si jamais tu vois que le bateau a pas de cloque au moment où tu l'achètes, ça devrait quand même le faire. oui. Ok. Indiscutablement sur un bateau qui a 20 ans, raison de plus. Un bateau de plus de 10 ans, si tu sais si tu seras amené à avoir de l'osmose ou pas. D'accord. Ok. Et donc pas d'autres soucis particuliers. Très bien. Donc vous êtes à Saint-Malo, vous achetez le bateau, vous arrivez avec votre voiture pleine à craquer et vous la revendez sur place et vous partez au bout de combien de temps? Tout de suite en Méditerranée ou... On est resté un mois à Un Saint-Malo pour mettre au point certaines choses sur le bateau. Il y avait quoi? Il y avait le feu de tête de mât, il y avait les injecteurs du moteur à vérifier. Il y avait 3 petits trucs comme ça. Un peu d'électronique aussi. Et vu qu'on était accompagné par l'ancien propriétaire qui avait ses entrées à Saint-Malo et ainsi de suite, c'était quelque part une prise en main. Avec Michel, l'ancien propriétaire, on a fait quelque part une prise en main sur un mois. Même si on n'est pas vraiment sorti, tout le temps qu'on était à Saint-Malo et même les quelques semaines après, chaque problématique, Michel, l'ancien propriétaire, était là derrière et expliquait ou nous mettait en relation avec les contacts qui allaient bien à Saint-Malo pour faire les réparations. Et donc on a mis à profit ce temps-là qui était indispensable. Vous étiez au Sablon, Port des Sablons? Non, le bateau était sur le bassin intérieur. Ah, ok. Ouais. Donc D'accord. en prise en main pour notre premier bateau, c'est bien, on avait l'écluse à passer. Ça met en jambe tout de suite. Pour les manœuvres, C'est vrai. parfait. Vous étiez dans un cadre, pour le coup, magnifique. Ah oui, Saint-Malo, Avec c'est les très, très remparts. joli. Ouais. Super. Donc vous partez. Première grosse navigation pour rejoindre la Méditerranée. Donc une sacrée, effectivement, sacrée nave avec des passages un peu chauds. J'imagine déjà au nord enfin la partie ouessant. Alors on Quai de a eu 2-3 courant, tout ça. petits déboires techniques avant. Alors on a fait le choix de prendre un équipier pour partir. C'était le neveu du propriétaire. Parce qu'au début, on se dit ouais c'est bon, il y en a plein qui le font avec un enfant de 2 ans. Et puis moi je me suis dit non mais là la première grande nave, le Gascogne, tout ce qu'on entend parler du Gascogne, on n'a pas trop d'expérience, donc on a pris un équipier, c'est très bien. Alors nous sommes partis et puis au petit matin et dans la journée, alors on avait toutes les 4 la tête dans le seau, hein. C'était à la marinage, c'est fait de façon coup de pied aux fesses. Avec la houle de l'Atlantique. Et puis au large de Roscoff, on a voulu enrouler le Génois. Et puis, alors le capitaine qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un écarteur de drisse qui était rifté au mât et les rivets ont sauté. Donc la drisse s'est entortillée autour du câble et a détoronné on s'en est pas aperçu tout de suite. Disons qu'on a mis 3 coups de manivelle de winch de trop. Il en faut pas beaucoup dans des circonstances comme ça. Et la drisse s'est enroulée autour du câble et ça a détoronné le câble de l'étai.
Donc Roscoff était juste à côté. Donc bonjour Roscoff. C'était le départ de la solitaire du Figaro. C'était chouette. On a croisé plein de beaux mondes. Et le frère... Tous les techniciens étaient à pied d'heure avec tous les matériaux. On était très contents. Et le frère d'Armel Lecléache est venu intervenir sur notre bateau pour nous changer les têtes. C'était chouette. Génial. Ok. Donc on est resté quelques jours là-bas. Été changé, on repart. Et là, au large de Trébordin, on allume le moteur parce que plus de vent et que là-bas, c'est un vrai champ de mine où on était. Et là, on allume le moteur. Grosse fumée dans tout le bateau. On était encore pas très très frais quand même, question mal de mer. Donc le capitaine a ouvert le moteur et voilà, avec le mal de mer, on avait peur du départ de feu. Après coup, Fred s'est dit que sans le mal de mer, qui des fois il mobilise un peu l'esprit, il aurait peut-être trouvé la solution, que c'était les injecteurs, c'est ça qui posait problème. Bon, du coup, on a fait un pan-pan. D'accord. Il y avait vraiment, il y a les rochers vraiment de partout là-bas, et le courant nous amenait indiscutablement sur les rochers, et il y avait genre 4 nœuds de vent, donc vraiment définitivement pas assez pour bouger le bateau ni dans un sens ni dans un autre. Et il fallait prendre une décision parce qu'on avait quelques heures à peine devant nous avant de finir indiscutablement sur les rochers. D'accord. Donc quelques minutes. Donc pan avec remorquage et rentrer dans le port de Trébordin avec son petit seuil. Ah oui, donc on a dû attendre parce qu'il y avait le seuil. Donc voilà. Et en fait, en discutant avec les gens de la SNSM des symptômes du moteur, il y en a un qui parle de l'injecteur. Il me dit je pense que c'est tout simple, c'est juste l'injecteur qui est dévissé peut-être. Regarde demain matin. Et en fait, le lendemain matin, effectivement, avec l'estomac un peu plus reposé et la tension des cailloux disparue, quand j'ai démarré le moteur, j'ai vu que l'échappement sortait effectivement par l'injecteur. J'ai resserré l'injecteur et c'est reparti. D'accord. C'était le mécano qui avait révisé les injecteurs à Saint-Malo. Il y en avait un qui n'était pas serré, qui s'était serré quoi. Déjà les belles émotions là. Et la fumée d'échappement pour le mal de mer, c'est assez radical. J'imagine. Même après dizaines de milles, c'est toujours aussi radical. La fumée de l'échappement, c'est... Bon, du coup, vous avez fait fixer ce problème d'injecteur. Vous repartez là aussi tout de suite? Oui, nous repartons. On passe le Ratsin. Ouais. Avec là aussi, sacré morceau. Enfin, ça dépend à quelle heure on le passe, j'imagine. Mais si on le passe à la mauvaise heure, de toute façon, on recule. On le passe pas, donc on fait demi-tour, on attend un peu, et puis finalement, on le passe... À 7 nœuds? Combien on a? On était à combien? On était à 13 nœuds sur le fond. Ah bah voilà. C'est un tapis roulant, en fait. Donc on prend le courant de la marée, et le Ratsin, il passe tout seul. On en fait toute une histoire, mais finalement, il est très bien balisé. Et si on n'est pas dans des conditions météo trop fortes, finalement, il y a assez peu de difficultés. C'est sûr que si on le passe avec 30 nœuds de vent, ça va être plus compliqué. C'était pas notre cas. Qu'est-ce que vous utilisez là du coup pour parce que bon, j'imagine que vous regardiez bien la météo. C'est quoi vos sources là pour la météo de votre côté? Alors on utilise comme beaucoup Windy. Okay. Et puis nous avons Weather 4D aussi sur iPad qui nous fait le routage. J'utilise aussi. J'adore cette application. Ouais, elle permet de faire le routage en fonction de la météo et c'est vrai qu'on aime beaucoup. Et puis on recoupe aussi là on n'est plus en France mais avec Météo Consult aussi des fois. On essaie de recouper un peu les sources un maximum pour affiner, même si elles utilisent toutes sensiblement les mêmes modèles, donc les mêmes datas de base pour faire leurs prévisions. Malgré tout, il y a des petites nuances des fois entre l'un ou l'autre. Donc on en recoupe 1, 2, 3, 4 et puis après on en regarde les nuages et on se fait notre propre décision, comme toujours. Et alors quand vous passez là, vous partez directement sur le Cap Finistère ou vous avez d'abord fait des étapes c'était une Alors l'étape on a fait
Trébordin, Concarneau. D'accord. On s'est arrêté à Concarneau. Oui. On a du coup un ami qui était là-bas, et puis on avait 2-3 petites choses à régler aussi avant de faire la grande traversée, notamment en électricité, je crois. Je me souviens plus trop, mais... Je me souviens que t'es monté dans le mât plusieurs fois à ce moment-là. On s'est arrêté au Glénan, bien sûr, dans l'archipel, parce que c'était chouette avec notre propre bateau. C'était un joli retour. Et puis on a tracé les Glénans, la Corogne. Donc, wow. Et puis on a attendu la bonne fenêtre météo. Elle était tellement bonne qu'on a fait 5 jours de moteur en Gascogne quasiment. Donc c'est passé super bien. Et puis après halte à la Corogne parce qu'on a le pilote qui a lâché juste avant l'arrivée. Donc il a fallu réparer. On a trouvé des pêcheurs là-bas qui nous ont on a pu se faire dépanner de la pièce qui était défectueuse. Et puis après on a fait la Corogne Gibraltar. Alors là par contre on a pris nos premiers 40 nœuds, c'est ça ? Ouais. Au large de Lisbonne. Ouais, large du Portugal, c'est très compliqué aussi, effectivement. Alors les premiers gros surfs qui durent 10 secondes, les premières sensations, les premiers bruits à l'intérieur du bateau. C'était la nuit, moi je passais la tête, je fais les gars ça va ? Parce que moi j'étais morte de peur quoi. C'était la première fois. Oui ça va. Bon bah pas question d'avoir peur parce que tout va bien. Apparemment les vagues dépassaient le portique à l'arrière. Moi je voyais pas, ça m'allait bien. T'es passé près de Nazaré là, c'est le spot des surfeurs avec les vagues à 30 mètres. Tout à fait. Bon. Et donc tout s'est bien passé dans ces 40 nœuds, il n'y a pas eu de dégâts ou quoi que ce soit. Non, tout s'est bien passé. Mais en fait, on n'a jamais eu de dégâts. Proprement dit, on a eu des soucis techniques comme le pilote par exemple qui était vraiment capricieux au début avec ce bateau. Il est tombé en panne un peu plusieurs fois avant que j'arrive à petit à petit à refaire telle partie, puis telle partie, puis telle partie. Et au final, le pilote avait été refait de limite de A à Z et a arrêté de tomber en panne. Avec le vent, qu'est-ce qu'on a fait comme... Si, on a fait... Moi, j'ai fait un empannage cheval un jour. Ah si. Sous 35 nœuds, si on n'avait pas eu le frein de baume, je pense qu'il y aurait eu des dégâts. Il y a eu une manie de casser sur un empannage sauvage par plus de 30 nœuds. Et je pense que c'est le seul souci technique qu'on ait eu d'ailleurs avec l'un ou l'autre bateau On a failli perdre l'éolienne une fois. Si, une fois on a failli perdre l'éolienne. Sous 50 nœuds auprès. L'éolienne qui était soudée donc au portique à l'arrière, on la voit commencer à bouger. Elle s'était déchirée. Ça avait déchiré la tôle de fixation de l'éolienne. Voilà, c'était la seule chose. Tu l'as aubané et puis on a continué comme ça. Donc du coup, par rapport aux conditions, vraiment, on a eu de très rares soucis et des soucis finalement assez minimes. Ouais, super. Et alors, vous passez Gibraltar et vous restez en Méditerranée pendant 1 an et demi, c'est ça ? Oui, alors on s'arrête à Gibraltar pour faire le plein de gasoil. Évidemment. Bon, nous, on le savait pas. Donc, on est arrivé, on était presque plein. On s'en est mordu les doigts. Les fois d'après, quand on est repassé, on est arrivé et on était vide. Hein. Et puis, nous restons en Méditerranée, oui. Et puis aussi parce que la famille habitant en région Rhône-Alpes, c'était aussi diplomatiquement... voilà, c'était facile de voir la famille en 3-4 heures de route. Ils pouvaient venir nous voir. Pour un départ, c'était une situation plus progressive quand même. D'accord. Et vous étiez où en Méditerranée ? Alors, vous étiez sur la côte française ? Oui. Alors, on est resté 2 étés de suite à Hyères, Porquerolles. D'accord. Parce que là-bas, c'est un visier, c'est très sympa. Et puis, pour faire un peu d'argent, pour remplir la caisse de bord, là-bas, c'est très très bien. C'est abrité, c'était sympa. Et puis le premier hiver, on l'a passé à Lisbonne, donc on a fait une moitié de chemin en sens inverse. Là où Fred a passé son yacht master. Après, on est revenu. On a passé le confinement à Cartagena en Espagne. On a profité des Baléares lors du confinement fin juin. Eau magnifique, chaude, avec aucun bateau au mouillage. Le luxe suprême. Le bonheur de tout marin d'être tout seul.
On a vraiment pris conscience de la chance qu'on avait là de pouvoir être au mouillage à Formentera avec personne autour. Et puis on a fait un deuxième été, donc l'été 2020 à hier. Et puis nous avons vendu le bateau début 2021. Voilà. D'accord. Et d'accord. Donc vous avez navigué vraiment dans la zone de hier, comme tu dis, pour remplir la caisse de bord à ce moment-là. On a navigué entre Gibraltar et la Corse en fait. On a fait une semaine en Corse avec des personnes à bord. Donc d'accord. Ça, c'était chouette d'aller en Corse. Ok. Donc vous revendez le bateau parce que vous avez trouvé le nouveau? Alors on avait des pistes de bateaux. On avait visité un bateau déjà alors que Chao n'était pas vendu. Mais de toute façon, pour avoir la liquidité et poser l'argent sur la table pour un futur bateau, pour avoir les liquidités et poser l'argent sur la table, il fallait qu'on le vende. Donc donc on a vendu Chao. Et puis oui. Et on a pris contact avant qu'il soit vendu. Quelques mois avant, on a pris contact avec le vendeur donc des Rébus qui était en Tanzanie. C'était une famille qui vivait à bord depuis 9 ans dessus. Il l'avait acheté en Malaisie ou en Thaïlande, je crois. Et puis pareil, le feeling est bien passé avec le propriétaire. Il a commencé par nous parler de ce qui allait pas, avant de nous dire ce qu'il allait. On a trouvé que c'était une démarche qui était assez sympa déjà. Et donc énormément d'échanges de mails, pas beaucoup de photos finalement parce que lui, pour raison technique, il avait quand même un petit peu, ouais. Pas beaucoup de photos au global. Énormément de photos précises de tous les points techniques. Donc ça déjà c'était bien. Et en fait on a acheté ce bateau, on a versé un apport avant de partir. Et c'est un coup de poker. Et on a acheté ce bateau sans vraiment... on s'était pas imprégné des lieux parce que on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On achète un aller-retour qui va nous coûter 1500 € pour aller le voir. Et il y a de fortes chances que ça le fasse. Et du coup, on va revenir, on va repayer 1500 à peu près l'aller simple. Ou sinon, on y va, quoi. Et on y est allé et puis on est content. On a eu quelques grosses surprises aussi qui n'étaient pas prévues, mais... Bah, moi, quand je vous entends là tous les deux, je vois quand même deux personnes qui n'ont pas peur de prendre des risques. Je me trompe? Il y a quand même, je pense qu'ils sont malgré tout calculés, mais il faut quand même en avoir pour se dire, ok, ouais, je vais changer de vie déjà. C'est un premier changement énorme. Et puis après, je vais acheter un bateau. Bon, je vais pas prendre d'expertise ou quoi, mais bon voilà. Vous m'avez expliqué, vous m'avez donné votre explication, mais c'est vrai. Voilà, je pense quand même que vous avez une appétence au risque qui est quand même là, qui explique un peu que vous arriviez à faire tout ça. On n'est pas des fous. Il y en a qui nous prennent pour des fous. Non, c'est pas ce que je veux dire, oui, mais voilà. Parce que bien sûr, toute la vision du fou ou d'autres choses est propre à ses critères. Voilà, nous. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a toujours essayé la prise de risque. Je sais pas. Je pense qu'on a toujours essayé de faire en fonction aussi de nos ressentis. Et il y a des choses, nous, très régulièrement, quand on se dit non mais ça je le sens pas, et on n'y va pas parce que ça nous prend aux tripes et on fait bien de pas y aller. Je sais pas comment tu le ressens au niveau de la prise de risque. La prise de risque, oui, indéniablement, je pense qu'on peut dire qu'on aime ça, mais uniquement les risques calculés, et toujours dans toutes les activités, les risques ont été largement calculés. Et l'expérience montre qu'après de nombreuses années de pratique de ce risque-là dans différentes activités, il n'y a jamais eu de gros clash. Donc finalement, les risques ont toujours été bien pesés. Donc jamais de regrets, donc c'est le plus important.
Jamais de regrets. Non. Jamais de regrets et jamais de clash notable. Jamais d'accident notable, de casse notable de matériel, ni matériel ni corporel. En 20 ans plus de 20 ans de pratique de la nature, enfin, pour pas dire 30 même, 30 ans de pratique de la nature à tout niveau et de tout type. Par contre, à chaque fois qu'on s'est dit, je le sens pas, mais j'y vais quand même, ça a jamais eu de gros clashs ou de gros problèmes, mais ça l'a pas fait. Mais ça l'a pas fait. Donc, suivre son instinct. Ok. Vous faites confiance à votre instinct et en général, ça se passe bien. Ouais, en général, ça se passe bien. En général, ça se fait. Et confiance en la vie, et la vie te le rendra. Ben, je pense que c'est pas donné à tout le monde et c'est génial parce que je pense que voilà, ça vous permet de vivre des choses assez exceptionnelles. Je pense que ce qui est difficile, c'est de se détacher de la peur, parce que l'être humain a foncièrement peur de plein de choses. Tous les jours, on a peur. C'est pas facile, hein. C'est un travail de tous les jours aussi. Mais si on essaye de se détacher de la peur, de ce qui nous fait peur, ok, pourquoi j'ai peur ? Il y a peut-être pas de raison là d'avoir peur. Et du coup, on est plus sensible à s'écouter et à écouter ce que nous apportent les petits signaux de la vie de tous les jours. Et vous, enfin, ça m'intéresse cette dimension-là parce que moi typiquement, là, vous voyez, je suis dans la peur qui me contrôle et qui m'empêche de faire beaucoup de choses parce que voilà, je vois toujours ce qui pourrait arriver de pire et du coup ça va me bloquer. Mais ça, je pense que ça vient aussi de mon éducation. Donc vous diriez que vous avez tous les deux, enfin. Par rapport à ça, vous avez une éducation qui vous a un peu aidé dans ça, justement à bien peser le pour et le contre et de vous lancer, de ne pas hésiter à vous lancer quelque part. Vous n'êtes pas bloqué par... L'éducation de tout le pire qui pourrait arriver, on a clairement été éduqués comme ça, hein, quand même. D'accord. Enfin, le pire. Okay. Pas pessimiste, mais je veux dire, on reste surtout dans les clous, CDI, on achète la maison. Enfin, c'est le schéma que la génération de nos parents, c'est voilà le schéma logique. Mais par contre, peser le pour et le contre, moi j'ai des parents qui sont assez cartésiens, donc ça c'est dans cette. Mais par contre, la prise de risque dans la vie, nos parents sont pas trop comme ça quand même. Mon papa un petit peu, mais. Non, ils sont pas trop comme ça. Moi, la prise de risque, moi je l'ai apprise, j'ai été formé quand assez jeune, hein, j'ai fait un lycée de montagne avec qui visait l'autonomie dans un peu toutes les disciplines de montagne, avec un niveau pas extraordinaire, mais quand même de niveau de pratiquant régulier. Et forcément, la gestion du risque et l'appréhension face au risque faisait partie intégrante d'une formation qui visait l'autonomie dans un milieu. Et je pense que j'en garde énormément les bases par rapport à la gestion du risque. Je pense que je les ai acquises à ce moment-là. Ah, c'est intéressant. C'est quoi comme lycée ça? Enfin... C'était le lycée du Diois dans la Drôme. Qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours. C'était une section qui s'appelait Sport Nature. On faisait escalade, péléo, kayak, ski de rando, cascade de glace et autres, à un niveau pas compétition, mais vraiment qui visait l'autonomie. Bah, quand tu sortais de ça, tu pouvais passer ton brevet d'état. Quand on sortait de cette formation, si on avait été un peu assidu, on avait le niveau pour l'entrée au guide de haute montagne ou un brevet d'état des différentes disciplines qu'on avait. Et c'est toi qui avais trouvé ce cursus-là? C'est comment t'es arrivé là? C'est moi qui avais trouvé ce cursus-là. À mi-chemin par passion de la montagne et par fuite du foyer familial, on va dire, à cet âge adolescent ingrat. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a réussi, quoi. Ouais, bah oui, j'imagine. Parce que c'est un peu toi, si j'ai bien entendu tout à l'heure, qui était un peu à l'origine de partir voyager en famille. De ce projet-là. Ou alors c'était tous les deux. Enfin, oui, non, ça faisait quelques semaines au coin du feu dans un refuge de montagne, il me parle de ça. Alors moi, dans mon schéma, c'était
je finis mes études d'ingénieur, j'ai mon CDI, j'achète une maison, enfin le truc classique, parce qu'il paraît que grâce à ce schéma classique, nous sommes heureux. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en fait, l'aventure c'est sympa. Voilà, ok, super. Il y a un peu plus de clarté dans l'histoire, là, effectivement. Voilà, donc, et puis après on a voyagé avec Fred en mode aventurier aussi, avec sac à dos, on sait pas où on dort le soir. Et puis ça m'a bien plu. Ben, c'est important. Et donc, peut-être qu'on peut aussi revenir. Est-ce qu'il y a un sens derrière là, je sais pas si vous avez entendu le podcast, et je sais pas si vous connaissez c'était Lynn et Laurent là de World Adventure. Ils avaient un sens dans leur. Ils ont fait comme vous, hein, donc ils ont tout lâché, ils ont acheté un bateau, ils sont partis avec les enfants, etc. Donc le sens de faire découvrir aux enfants le monde, puis dans un trajectoire un peu avec tout ce qui tourne autour de l'écologie, etc. Enfin voilà, il y a plein de le sens derrière. Quel est le sens pour vous de votre projet? Est-ce qu'il y en a un? Oui, donc déjà, faire découvrir aux enfants, ça c'est tout à fait ça. Le voyage, on a toujours été subjugués par les regards des enfants dans le monde, en Inde, toi en Thaïlande, au Laos. Des enfants qui n'ont rien, qui jouent avec pas grand chose et qui rient, qui sourient. Et toute cette richesse que ce monde peut nous apporter, toutes ces cultures différentes, toute cette curiosité. Voilà, on voulait que Charlotte puisse se questionner, découvrir le monde. Voilà, ouvrir la fenêtre de ce qu'elle voit, de faire sa propre expérience. Et puis aussi la dimension écologique dans les valeurs. Moi, c'est très ancré en moi, Fred aussi. Mais avant, quand on n'était pas sur le bateau, on avait un potager, on faisait tout nous-mêmes. On essayait de limiter au maximum l'achat on essayait de faire sans déchets. Donc ça, c'est sûr que ça s'inscrit vraiment là-dedans. Moi, je fais mes savons pour se laver à l'eau de mer, du savon écologique. Oui, j'ai vu sur ton compte Instagram. Qui remplissent un peu la caisse de bord aussi. Bah, c'est bien. Donc voilà, ces deux dimensions-là, la découverte, mais aussi découvrir et puis le monde de manière plus respectueuse. Le respect en fait finalement, le respect des cultures, le respect de l'environnement. Un peu parce que c'est vrai que on rencontre beaucoup de voyageurs, alors un peu moins que dans les Caraïbes, là dans l'océan Indien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toutes beaucoup, c'est le voyage, le fait de voyager, on s'en rend compte. Et mais la dimension du respect, voilà, des cultures qu'on découvre, je trouve que c'est vraiment important. Surtout nous blancs là en Afrique, Mzungu comme ils nous appellent ici, les colonialistes, voilà. Ah, d'accord. C'est... Ça c'est moins drôle. Ok. Bah, l'époque ouais. coloniale est encore très ancrée. Ouais. Donc c'est ce sens-là qui fait que, parce que j'imagine que ça va pas être facile tous les jours, qui fait que vous arrivez à poursuivre votre aventure pour l'instant. Donc vous avez ce but-là quelque part. Oui, le but de la découverte dans le respect. Ouais, le but de la découverte. Ouais. La découverte, tout simplement. Et les difficultés, elles sont là dans notre quotidien de voyageur, mais en fait, elles sont là dans le quotidien de chacun. Oui. Chacun voit les difficultés qu'il a envie de regarder et vit avec ces difficultés-là à sa façon. Donc, je pense qu'on soit sédentaire en contrat indéterminé ou qu'on soit voyageur au jour le jour, on vit chacun avec notre type de difficultés. On a tous nos difficultés. Donc il y a jamais eu à ce jour
un moment où vous vous êtes dit maintenant on arrête tout, c'est plus possible, des on rentre moments et de on doute fait notre intense, petite bien sûr formation. que si. Si, les 50 nœuds près, moi je me suis, et que le bateau, les hublots fuyaient, ça pleuvait l'eau de mer dedans, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? C'est arrivé, bien évidemment. Mais ça a jamais duré longtemps. Non, quand on arrive au port après, ou au mouillage, ça va mieux. Après, on en rigole. Si on se dit on a vécu le plus dur, ça va probablement être plus facile après. Ok. Et puis en plus, on se rend compte que on n'a pas vécu le plus dur. Mais... Donc là, j'avais fait une petite digression pour comprendre un peu le sens que vous donnez à votre projet. Donc on était sur le bateau que vous achetez en Tanzanie. Donc vous prenez finalement donc un aller simple, c'est ça? Vous avez versé un acompte, vous prenez un aller simple pour la Tanzanie. On a versé un acompte, on prend un aller simple avec très peu d'affaires finalement. Parce que les bagages supplémentaires, c'était compliqué. Donc voilà, très peu d'affaires, dont une valise entière d'appareils pour le bateau. Parce que, voilà, notamment de l'électronique, difficile à trouver en Tanzanie, VHF portable, ce genre de choses. On arrive en Tanzanie début avril. Alors, on prend pas possession du bateau tout de suite parce que pour raison administrative, le propriétaire peut pas lâcher le bateau tout de suite. Donc pendant un mois, on fait des visites régulières. Il y a des choses qui sont à réparer sur le bateau, donc Fred est présent quand les techniciens sont là. Et puis donc on se prend un Airbnb sur Dar es Salaam en Tanzanie le temps durant cette période. Mmh. Et puis début mai. Papa, tiens, tu vas rester. Et c'est puis donc début Charlotte. mai, ouais, il y a la piscine à côté, donc elle est au taquet. Et puis début mai, on a les clés du bateau et pendant un mois, on est à fond, pratiquement nuit et jour, pour que le bateau soit opérationnel à la fin de notre visa de 3 mois, pour qu'on puisse partir de la Tanzanie. Donc il y avait énormément à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à faire justement sur ce bateau à parler? Donc, j'entends l'électronique avec la VHF, etc. Oui, mais ça c'était voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pendant un mois à Dar es Salaam? Qu'est-ce qu'on a fait pendant un mois quand on est arrivé? Ouais, pour qu'il puisse repartir dans le bateau début mai. Il y avait un nettoyage de coque à faire parce qu'il y avait c'était un récif corallien, hein. Il y avait genre 40 cm de vie sous la coque. Plusieurs tonnes accrochées sous la coque. Donc sur 18 mètres, c'était quand même un petit boulot. Il y avait le guindeau. Il y avait le guindeau qui était en cours de réparation. Il y avait des soucis électriques. Il y avait l'alternateur de moteur qui était en cours de réparation. Alternateur, moteur des toilettes, batterie. Il y avait quand même une petite quantité de choses à faire. C'est un bateau qui a été entretenu en bon père de famille, mais avec un budget un peu limite. Donc l'indispensable avait été fait et il y en a le minimum aussi. Et puis donc, ils naviguaient plus depuis 13 mois, donc il y avait des impératifs pour eux qui sont passés un peu... Et ils naviguaient plus depuis un peu plus d'1 an. Et plus beaucoup depuis environ 3 ans. Donc il y avait effectivement des choses qui étaient passées un peu au second plan dans l'entretien. D'accord. Et donc ce choix-là, c'était donc un bateau acier. C'est parce que vous avez dans le projet d'aller dans des zones un peu plus compliquées. Donc oui, c'était ça. On aimerait bien aller taquiner un peu les glaçons. Donc forcément un bateau volcans. Voilà. Donc si la coque tape un bout de glaçon avec un bateau acier, les conséquences sont différentes par rapport à un bateau en polyester. Et puis vu qu'on voulait un grand bateau, ces grands bateaux-là, il y en a beaucoup en acier ou en alu. L'alu c'était hors budget pour nous. Donc bateau acier. Le bateau acier, l'avantage Fred, c'est soudé.
Donc c'est Et je facilement crois réparable. qu'il a eu à le faire là ces derniers temps. Là, j'ai vu un peu les reportages sur Oui, alors là, on l'a fait faire mésaventures. parce que les tôles de 8 mm à souder, Fred, il sait souder, mais là, on a quand même fait intervenir le soudeur. D'accord. Ouais, ça avait l'air assez impressionnant là, les réparations. Donc, bateau acier, un baroudeur des mers. Et puis, l'acier, bien entretenu, dans 100 ans, il sera encore là, quoi. Mhm. Donc, bateau bois, non, parce que j'avoue, comme beaucoup, le bateau bois fait un peu peur, l'entretien du bois. Mais voilà, Même si, on vient de rencontrer une personne qui a un 60 pieds comme nous en bois, et quand on discute avec lui, on relativise aussi, on se dit tiens, en fait, on s'en fait d'une montagne, mais pourquoi pas. Donc voilà, bateau acier avec donc ce qu'on voulait, c'était nos quartiers à l'arrière, les quartiers de la famille, et à D'accord. l'avant, les quartiers des invités, pour qu'on puisse vraiment dissocier vie de famille et boulot, ou accueil des copains, et chose qu'on n'avait pas dans le bateau avant. Donc c'était voilà, ça nous paraissait une évidence. D'accord. Et donc là encore, vous êtes complètement satisfait du choix de Oui, ce parce que bateau-là. finalement, dans le monde, quand on a vraiment regardé, alors on est peut-être passé à côté d'autres annonces, mais on a vraiment épluché tous les sites anglophones aussi. Il y avait 2 bateaux qui correspondaient vraiment à notre budget et à notre cahier des charges. Il y avait celui-ci et l'autre qui nous est passé sous le nez, qui était à 7. Ça aurait été pratique au sud de la France, mais donc non, on regrette pas parce que finalement on débute. La Méditerranée, voilà, c'est la mer Méditerranée qui n'est pas très facile, mais là on atterrit dans l'océan Indien, un des océans les plus durs du monde, avec ses courants, difficultés d'approvisionnement en pièces. Ouais. difficulté d'approvisionnement un peu en tout, hein. Le gasoil, ça se fait au bidon, l'eau, ça se fait au bidon, les pièces, il faut 1 mois pour les commander. C'est le système, on est dans une autre planète de la plaisance dans l'océan Indien. Et alors du coup, Donc c'est finalement, quoi on atterrit. Voilà, là c'est le voyage avec un. Oui, dis-moi. Non, justement, donc vous étiez en Tanzanie, maintenant vous êtes au Kenya. Donc c'est quoi les prochaines navigations Oui. là? C'est quoi le projet? Alors, nous étions en Tanzanie et le projet de base, c'était de remonter par le golfe d'Aden et la mer Rouge en Méditerranée pour cet hiver. Donc on s'est arrêté au Kenya, c'était la route. On s'est arrêté à Zanzibar, bien sûr. C'était un rêve. Moi, je rêvais pour mon voyage de noces d'aller aux Seychelles ou à Zanzibar. Donc on n'a pas pu le faire parce que on bossait dans la maison. Mais du coup, on s'est arrêté à Zanzibar, donc c'était super. Et puis donc on a entendu parler de Kilifi au Kenya où c'était assez facile de se faire livrer des pièces hors frais de douane. D'accord. Donc ça c'est chouette parce que quand on se fait livrer des pièces en Tanzanie, ils ouvrent les paquets et ils appliquent un pourcentage, donc les frais de douane qui peuvent être très importants. Donc ça c'était une chance. On a fait livrer nos voiles au Kenya. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 voiles, génois, trinquettes, grand voile et artimon. Alors on a fait changer le génois qui était vraiment rincé et la GV, et l'intraquette et l'artimon on verra un peu plus tard, juste financièrement. D'accord. Et puis au Kenya on avait 2 étés à changer, été de trinquette et été de génois, donc on a commandé ça. D'accord. Et puis, en arrivant au Kenya, on a continué à taper la rouille dans le bateau, parce que bon, le bateau polyester c'est l'osmose, l'acier c'est la rouille. Et nous sommes passés à travers la coque, au mouillage. J'ai vu ça. Voilà. Donc au Kenya, et donc moi, la seconde, j'ai pris un coup de flip avec la piraterie dans le golfe d'Aden.
justement, le truc, non, mais je le sens pas. Même si les actes de piraterie sont en très 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 faible diminution. Enfin voilà, il y en a presque plus, mais c'est jouer un peu à la loterie, mais donc j'ai eu peur. Et puis finalement, on a eu d'autres problèmes techniques qui ont fait que la fenêtre météo s'est refermée et que on aurait eu du mal à voilà. C'était trop tard. Parce que nous sommes encore au Kenya aujourd'hui. D'accord. Et le projet, là, on va partir sur Mayotte. D'accord. Donc, territoire français. Alors, le projet de revenir en Méditerranée est toujours d'actualité ou? Oui, c'est toujours d'actualité. D'accord. Déjà pour... On y passera. On y passera, oui. Sans pour autant y rester. Hein. Oui. Je sais... Alors, on sait encore pas par quel chemin on va passer. Là, pour l'instant, on se disait par l'Afrique du Sud. Mais on va rester quelques mois à Mayotte, donc on verra ce qui se passe. Voilà. D'accord. Et c'est quoi alors parce qu'on parlait de tâter le glaçon là, c'est au pôle sud, au pôle nord, du coup ça s'est repoussé, ce serait quand? Alors le bateau a besoin d'être isolé avant d'y aller. D'accord. Et on a besoin aussi de mettre un système de chauffage. Donc le financier nous rattrape souvent en voyage. Donc pour ça, voilà, il faut qu'on travaille un petit peu, pour qu'on puisse rénover le bateau pour aller dans ces contrées-là. Et puis c'est des contrées aussi où c'est des navigations qui sont dures. Donc voilà, il faut que tout soit nickel pour qu'il n'y ait pas de casse, pour que voilà, que tout soit voilà, que le bateau soit au top. Vous allez revenir donc en France pour travailler et pouvoir financer ces travaux-là. Alors là, on va aller sur Mayotte, qui est un territoire français, donc qui est beaucoup plus simple pour travailler, parce que quand on est en Tanzanie ou au Kenya, il faut un visa de travail. Enfin, c'est très compliqué. Donc, on va peut-être faire un peu de Airbnb. Donc, on a déjà rafraîchi la cabine double avant. Donc, on va faire un peu d'accueil au mouillage à Mayotte. On va commencer comme ça tranquillement. Et puis, pour remplir un peu la caisse de bord, on va voir les opportunités qu'on pourra avoir à Mayotte. D'accord. Et puis, quand est-ce qu'on se dirige vers les glaçons? Dès qu'on est prêt. Hein. Dès qu'on est prêt, ouais. D'accord, il y a aucun sans pouvoir donner de date précise parce qu'en fait les dates, on voit bien que entre les soucis techniques, les fenêtres météo et ainsi de suite, de se donner des échéances, c'est juste bon à se mettre la pression. Et de toute façon, ça change rien. Si soit on est prêt et on peut y aller, soit on n'est pas prêt, on peut pas y aller. Donc, quand on sera prêt, on y sera. C'est sûr. Super. Alors, je crois que c'est de plus en plus difficile, même au niveau du son derrière. Donc, je vais essayer de poursuivre mes questions sur la partie pratico-pratique. Donc, vous avez une puce avec vous. Comment ça se passe pour elle, l'école? Alors, depuis... On est sur un bateau depuis qu'elle a 2 ans. Donc, on fait l'école à bord depuis le début, depuis qu'elle est en âge de devoir aller à l'école, parce qu'en France, c'est obligatoire l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans. Donc, on fait l'école à bord. Elle est très demandeuse. Donc, en général, c'est tous les jours, même plusieurs fois par jour. Bah, c'est bien, faut en profiter. Ouais. Et on va peut-être la mettre en école Montessori à Mayotte. Si, voilà, pendant quelques mois qu'on va rester là-bas. Et donc là, il y a des cours par correspondance ou c'est toi qui prends en charge l'entièreté des apprentissages? Alors pour le moment, c'est nous qui prenons en charge. On prend pas les cours par correspondance, elle est encore en maternelle. On se renseigne sur les acquis demandés en fin d'année et on évolue à son rythme. Bon, Charlotte, vu qu'elle est très demandeuse, là, elle est en train d'apprendre à lire.
Elle adore lire, elle adore faire des additions. Oui, et moi, l'eau, c'est un truc super. Voilà. Voilà. Donc, L'eau. Bah, c'est bien qu'elle aime l'eau. et C'est très bien. tout est un sujet de, ouais, tout est sujet à faire l'école en fait. On range une boîte de vis avec papa, on peut les compter en français, en anglais. Voilà, on capte Génial. toutes les occasions de la journée pour faire des petits rappels, pour lui poser des questions, dire tiens cet animal, quel est son nom en anglais, ça ce mot c'est féminin ou masculin, voilà. Ah cet animal là c'est quoi, c'est un oiseau, c'est un mammifère, c'est un voilà. Donc du coup on capte toutes les occasions un petit peu pour pour faire l'école finalement tout au long de la journée. Ouais, c'est super ça. C'est l'école. Enfin, je pense que tous les gamins rêvent d'avoir une école pareille. Oui, et puis dans la nature. Alors, ça demande une discipline. Hein, c'est sûr que ça nous prend énormément de temps quand même dans la journée, plusieurs heures. C'est vrai, parce qu'elle est très demandeuse aussi. Mais au final, c'est des enfants quand ils apprennent à une vitesse fulgurante, c'est impressionnant. J'imagine. Alors on a parlé des finances. J'entends que régulièrement du coup il faut remettre un peu à flot pour pouvoir financer les réparations, les upgrades du bateau, etc. Donc ça c'est ok. Mais alors qu'est-ce qui se passe pour vos papiers, pour le courrier? Comment concrètement ça se passe là? Moi, demain, je décide de partir faire le tour du monde un peu comme vous. Qu'est-ce qui va se passer en termes de papiers? Est-ce que c'est mon passeport? Est-ce que ça suffit le passeport? Le courrier que je reçois d'habitude, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Alors le courrier, on est encore dans déjà ne serait-ce la banque. On est encore dans une banque française. De toute façon, il faut bien être quelque part quand on est là. Donc, il faut qu'on ait une adresse fiscale en France. Enfin, pour nous, c'est notre cas. On ne s'est pas défiscalisé. C'est pas défiscalisé aussi. On ne peut pas parce que de toute façon, on a une société en France, une société qui encadre la croisière à bord, par exemple, ou l'activité de skipper de Fred quand il fait des convoyages de bateau. Donc, on est domicilié à titre gratuit chez la maman de Fred, qui a accepté qu'on soit domicilié chez elle. Alors c'est pas toujours évident de trouver, j'en ai la conscience, on a de la chance qu'elle ait accepté parce que être domicilié à titre gratuit, c'est aussi augmenter la taxe d'habitation pour cette personne-là. D'accord. Mais c'est super parce que elle nous ouvre notre courrier, il n'y en a pas beaucoup, hein, je sais pas, il y a 2 courriers par mois. Elle nous le scanne, elle nous l'envoie par mail, donc c'est génial. D'accord. Quand on a commencé, on était au courrier du voyageur. Donc c'est un transfert de tout notre courrier dans une société qui gère le courrier, qui l'ouvre et qui nous l'envoie par mail. Le problème qui s'était présenté, c'est que ça n'a pas de valeur de domiciliation fiscale. Donc c'est-à-dire que pour la sécurité sociale, pour la banque, ce n'est pas une adresse valide. Donc là, on a vite eu des soucis. Quand la banque nous envoie notre nouvelle carte bleue, elle peut pas nous l'envoyer là-bas. Donc voilà, c'est un problème. Donc pour l'instant, on fonctionne comme ça. Et puis les papiers, on a notre passeport. Et puis maintenant, avec l'ère Covid, à chaque fois qu'on change de pays, il y a un test PCR. Oui, ça c'est les contraintes, effectivement. Voilà. Ce qui alourdit quand même chaque fois la facture, qui représente un visa de plus souvent. Voilà, un visa coûte entre 30 et 50 euros. Bon, 50 euros de test PCR en plus. Ça allège les coûts. Dans le voyage autour du monde, le côté administratif, c'est un des sujets compliqués quand même, pour tous. Ouais. Compliqué par rapport à ce qu'on laisse dans notre pays,
qu'on soit français ou autre, parce que chaque ressortissant a un peu son lot de difficultés. Et aussi, quand on arrive dans un nouveau pays, on n'arrive pas par l'aéroport avec le sentier, le petit chemin administratif qui est tout tracé. Et des fois, ça peut vite être un peu compliqué, voire stressant. Prendre une journée, des fois 2, avec des fois des négociations, des backchiches pour arriver à réunir tous les différents papiers qui sont nécessaires dans tel ou tel pays pour pouvoir rentrer, sortir du pays, se déplacer au sein du pays. Les douanes qui débarquent à bord. Les douanes, la santé qui débarque à bord pour remplir à chaque fois un formulaire. Et on n'y pense pas trop, mais c'est un des côtés compliqués du quotidien du navigateur. Du coup, quand on parle de la santé, là, parce que votre fille, elle est petite. Elle a, j'imagine, un certain nombre de vaccins et de rappels à faire, etc. Est-ce que du coup, vous arrivez à gérer ça? Et tu me parlais aussi de la sécurité sociale. Vous êtes couvert par la sécurité sociale française. Est-ce qu'il n'y a pas non plus d'une histoire d'obligation d'être sur le territoire français X jours par an pour pouvoir bénéficier? J'avoue que je sais pas trop. Oui. Comment ça se passe? Alors Charlotte, elle a des rappels de vaccins. Là, on est tranquille pendant un petit moment. On regarde régulièrement son carnet de vaccination. Après, les vaccins classiques, on les trouve partout dans le monde, donc c'est assez facile. Là, nous, en Tanzanie, question vaccin, et au Kenya, il faudrait la fièvre jaune. Alors, on n'a pas eu le temps de le faire avant de partir. Donc, les services de la santé, quand on est venu de Tanzanie au Kenya, ils ont un petit peu fait la trogne qu'on n'avait pas notre vaccin contre la fièvre jaune. Mais c'est des pays, tout s'arrange. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, on va se faire vacciner contre la fièvre jaune. On va le faire là, mais du coup, on va à Mayotte où il n'y a pas c'est pas un terrain sensible. Donc, du coup, on va le faire, mais on n'a pas fait. Là où on est, au Kenya, c'est pas un foyer à risque. Et sur un bateau, vu qu'on est quand même loin, au mouillage, on est loin de la terre, on n'a pas de moustiques. Vous êtes confinés. Donc, si on fait la chasse aux moustiques, il n'y en a pas. Et ta deuxième question, après les vaccins, c'était la sécurité sociale, par exemple. La sécurité sociale, ouais. Comment ça se passe? Alors, oui, la sécurité sociale, pour être couvert, il faut passer moins de 6 mois hors du territoire français, mais on est couvert à l'étranger, on est remboursé sous certaines conditions après avoir avancé les frais. Donc, on imagine une fracture du bras, une hospitalisation. On n'est pas sûr d'être remboursé vraiment, même après coup. Ça peut représenter des sommes très importantes, même si on est là au Kenya et que les frais de santé coûtent pas cher. On est allé voir un médecin. Le médecin, ça coûte 8 € la consultation. Donc, D'accord. Mais on a pris une assurance là pendant 1 an qui s'appelle Chapka. C'est une assurance qui couvre les accidents de la vie. Fred s'est fait une rage de dents il y a quelques jours. Moi, je me sentais pas très bien. Il y a beaucoup de fatigue avec quelques voilà. Donc, dans ces cas-là, médecin, et ça, c'est pris en charge. Voilà, donc ça permet de couvrir les accidents, une angine, on va chez le médecin, c'est couvert. D'accord. Donc ça, c'est. Donc, il y a quand même des possibilités d'être quand même relativement bien couvert de ce point de vue-là. Ça représente des sommes assez importantes. Nous, pour 3, on paye 1 600 € l'année, chaque cas. Donc, on se disait parfois, quand qu'on n'a pas de terrain sensible, qu'on n'a pas de maladie chronique, ou peut-être mieux garder des sous pour la santé. Enfin, c'est délicat, quoi, parce que là, nous, à la fin de l'année, on aura donné beaucoup plus d'argent qu'on se serait fait rembourser. Mais ça, c'est le jeu de l'assurance. Mais ça représente des sommes quand même considérables, des assurances. Ouais, j'imagine on compte son budget, c'est effectivement, ça doit être pas facile, mais en même temps, une certaine tranquillité, peut-être d'esprit, de vous dire que ça peut aller très vite. Un accident avec avec un transfert en hélicoptère, ça peut aller très vite. Par exemple, l'Afrique du Sud, c'est un système de santé à l'américaine. Donc, si on n'a pas d'assurance santé,
le système de santé américaine, c'est il faut payer les urgentistes, après les pompiers, l'anesthésiste. Enfin voilà, il faut payer tout le monde au fur et à mesure. Avant Je de suis. Voilà. C'est Mais ça. tu sais bien ce que Et c'est puis, d'ailleurs. pour être aux États-Unis, si tu n'as pas ta carte d'assuré, en général, c'est la première question qu'ils te posent quand tu rentres, c'est vous avez votre carte d'assuré. Voilà. Oui, vaut mieux l'avoir. Ok. Alors, avant de clôturer, j'aime bien poser la question de l'expérience que vous avez préférée et puis celle que vous avez le moins aimée là depuis le début de votre aventure. Alors, on avait pris quelques petites notes. Moi, l'expérience que j'ai préférée, moi, c'était le retour Gibraltar, Méditerranée française, quand on a eu le lockdown, donc le confinement aux Baléares, et c'était un moment où on était, voilà, on a vraiment profité. C'était vraiment un moment de vie hors du temps et c'était extraordinaire. D'accord. Et toi, le moment que t'as préféré? Moi, le moment que j'ai préféré, je crois que c'était de dormir dans le creux de la vague après, je sais plus trop combien de jours ou de centaines de milles sans pilote automatique, donc à barrer tout le temps, jour et nuit. Et je pense que c'est une de mes sensations préférées. Une communion intense et profonde avec le rythme de la nature. D'accord. Mais alors, c'est-à-dire que pour être clair, tu barres pendant plusieurs jours d'affilée Et donc du et coup, tu t'endors en barrant. ouais, bah en fait le sommeil du coup il se décale et c'est une autre façon de dormir. En fait, dormir dans le creux de la vague, c'est dormir quelques secondes de laisser aller au moment où tu descends la vague et où le bateau il se conduit tout seul. Puis au moment de remonter, ça tire un petit peu, donc il y a les yeux qui remontent et la conscience aussi. Jusqu'à arriver au sommet, on sait que ça va repartir, du coup la conscience s'échappe à nouveau et ainsi de suite, comme ça pendant longtemps finalement, et la sensation tout à fait nouvelle de voir arriver le soleil avec le lever du jour et de se sentir relativement frais. Wow. Ok. Relativement. En tous les cas, d'avoir vraiment la sensation de ne pas avoir passé une nuit parfaitement blanche. Et cette sensation était totalement grisante. Je pense que c'est une de celles que j'ai préférées. Waouh. Une de celles que j'ai préférées. D'accord. Et alors, il y en a une que vous avez le moins aimée ou pas? Oui. Moi, j'ai pas trop aimé les 50-60 nœuds qu'on s'est pris au pré-travers, là, je sais même plus, entre le sud de la France et les Baléares. La fois, on a failli perdre l'éolienne, où ça pleuvait dans le bateau. On était au mois de novembre, il faisait super froid. Et ça, j'ai un peu moins aimé ça. C'est la troisième fois que tu m'en parles dans l'interview et je comprends que ça t'a marqué. Oh là là, c'était terrible ça. Tu sais, c'est la situation où en plus tu fais l'état des lieux de tout ce qui a réparé, tu vois, quand t'arrives. Oh là là, et les hublots, celui-là je savais pas qui fuyait, bon celui-là aussi il fuit, très bien. L'éolienne elle est, bon bah faut réparer aussi. Et Fred, il en a une, lui, qui a le moins aimé? Pour moi, c'est plus difficile à trouver, pour moi. À part la réparation des cuves à eau noire, cuves à caca et autres choses qui m'enchantent systématiquement à chaque fois que ça arrive. Je relativise à chaque fois que je discute avec les copains qui me disent « Ah, bah, moi, j'ai fait ça la semaine dernière. » Je dis « Bon, bah, il va falloir que je m'arrange avec moi-même parce que vraisemblablement, c'est un entretien récurrent. » Ouais, à part ce genre de choses, là, je ne saurais pas trop dire laquelle j'ai le moins aimé. Bon, moi, je navigue sur le Puget Sound. Là, c'est un petit bras entre le Pacifique et Seattle, et donc c'est relativement clos. Hein, donc là aussi, interdiction de ne pas avoir de cuve à eau noire. Et quand tu rentres au port, quand tu loues un bateau, puisque c'est mon cas, j'ai pas de bateau, je dois à chaque fois faire
pomper le truc. Alors il m'explique que il y a une espèce de tuyau transparent là, et donc tu sais quand t'as vidé ta cuve à eau noire, mais voilà, c'est des là encore, je pense que je suis gâté parce que j'ai le tuyau et tout, mais c'est des passages un peu désagréables. Je confirme. Qui arrive toujours au bon moment, le matin juste après le petit déjeuner, le soir après l'apéro quand il y a eu une bière de trop. Des moments magiques, quoi. Souvent, c'est le petit déjeuner où il y a juste bon chéri, je crois que c'est bouché. Oh non. Alors, je sais pas quand est-ce que le podcast va paraître. Je pense que ça sera d'ici 15 jours. 15 jours. Bon bah du coup, c'était prévu, on peut annoncer ce que j'avais prévu de l'annoncer avant. On a un 4e équipier qui va naître début avril à Mayotte. Toutes mes félicitations. Bravo. Voilà, Waouh. On l'a encore pas annoncé, mais j'allais le faire prochainement, donc vu que c'est dans 15 jours. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on va à Mayotte pour bénéficier du système français, et aussi, alors pas que financièrement, hein, c'est surtout sur le plan médical. Voilà. Médical, médecin, etc. Alors dans les capitales ici, c'est très bien. Les hôpitaux sont flambant neufs, mais un accouchement peut, si jamais il y a un souci, peut coûter très cher. Et chose qui n'est pas prise en charge par notre assurance. Parce que une grossesse n'est pas considérée comme un imprévu, même si ça l'est. Et Charlotte est au courant? Oui, elle est enchantée. Et alors, elle est ravie. Elle a hâte d'être grande sœur. Ouais, bah, j'imagine. Ah, ça sera un frère, une sœur? Alors on le saura dans 2 semaines. D'accord. Ok. Bah, félicitations. Merci. Super. Donc raison aussi pour laquelle on reste plusieurs mois à Mayotte, parce que le temps que la garantie, le délai de garantie de bébé soit non, le temps qu'il soit suffisamment grand pour reprendre la mer. Voilà. Alors du coup, il y a quand même une belle nave là entre Mayotte et le Kenya et Mayotte là. Il y a quand même combien de temps là de... On a 6 à 10 jours, ça fait 600 000. 6 à 10 jours. 620 000. Ouais, c'est déjà pas mal ça. Voilà. Mais je pense qu'on va peut-être s'arrêter en Tanzanie sur la route. D'accord. Ok. Alors, j'ai une dernière question. Oui. C'est celle de l'aventure. Est-ce que c'est celle dont vous rêviez? Est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez? Est-ce que ça va continuer, ou est-ce que vous pensez que vous avez changé de cap? Bon, de ce que j'entends, vous avez l'air très serein, et finalement, j'ai l'impression que ça a l'air de continuer. Mais voilà, je vous pose la question. Nous, cette aventure, je pense qu'elle est vraiment ancrée en nous, parce qu'on aurait du mal à imaginer notre vie à terre. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait à terre, et quel serait le fun dans notre vie de tous les jours en étant sédentaire? Voilà, pour l'instant, on l'imagine pas. Donc, c'est sûr que là, pour nous, on est un peu au tout début de cette nouvelle aventure avec ce bateau elle va durer longtemps, je pense, parce que ce bateau, il a besoin d'être bichonné et rénové. Et bien sûr, le côté financier est très important, parce que on n'a pas de rentrée d'argent, on n'a pas d'appartement en location à côté. Donc voilà, tout est gestion de. C'est une super aventure, hein, et on capte toutes les opportunités pour gagner un peu d'argent, et c'est ce qu'on attendait. Je pense que c'est ce qu'on imaginait. À petit détail près, on pensait qu'on aurait plus de moments mojito sur le pont, et un peu moins tenue de chantier, et en fait c'est ça, hein, les belles photos en bikini, oui ça c'est sûr, hein, on est plus souvent avec nos habits de chantier que notre maillot de bain, hein, quand même, hein. On est en short de bain de chantier, voilà, c'est ça.
avoir vos sourires, c'est que ça se passe quand même. Vous voyez quand même plus le beau côté de l'aventure que ces moments-là. On voit le plus le bon côté. Là, par exemple, on est arrivé début août au Kenya, donc ça fait 4 mois qu'on est là. Et on n'a pas beaucoup visité parce que finalement, on avait énormément à faire sur le bateau. On a déjà passé un mois sur la plage après avoir fait notre voie d'eau pour pouvoir réparer les soudures, etc. Donc un peu de frustration des fois d'être dans un pays magnifique et qu'on n'ait pas trop le temps de découvrir. Parce qu'il faut réparer le bateau. Mais c'est juste un temps, ça viendra. Ça viendra. Ouais. D'accord. Alors, je vous remercie grandement pour Merci à toi. cette interview parce que c'était passionnant. Vous m'avez donné et vous allez donner aux auditeurs plein de conseils et plein de moyens de rêver. Peut-être pour certains, ça va déclencher des choses. En tout cas, je l'espère. J'espère. Nous, on adore transmettre. Alors, on invite les gens qui nous découvrent, qui nous suivent et qui ont ce rêve à nous contacter en direct par mail parce qu'on adore partager. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.